Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver dans le carré pour un hors format pour un homme hors norme. On est au Florida Family, le meilleur séjour de poker vacances. Voilà, vous aimez les pokers, vous aimez les vacances, et bien on est au Florida Family, quelques images. Pour retrouver toutes les infos, vous avez le site, tout est en description. Aujourd'hui les amis, je reçois quelqu'un que vous adorez, je reçois une très grande gueule. Bonjour mon Gilles Favard. Comment ça va? Ça va mon ami et toi? Moi je vais très bien, je suis très bien reçu au Poker Family. On est bien? Florida Family, très bien, en direct de Valence. Ça te plaît? T'as fait une table finale hier soir? J'ai fait une table de finale, je suis tombé sur un carré. Je suis tombé sur un carré et c'est l'histoire de ma vie, je suis toujours mal tombé. Mon Gilles, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Non. Et là aujourd'hui, je te propose qu'on balaye absolument tous les sujets d'actualité du football et même du sport en général. Balayons, faisons le ménage. J'ai envie d'avoir ton avis sur tout. Bon, allons-y. Première actualité, mon Gilles, Ouais. une des plus brûlantes. Ouais. Les droits télé. Alors, les droits télé, on en pense quoi? Parce qu'a priori, on s'est quand même bien gaufré pour l'instant, là. Sur les 3-4 dernières années, on n'a pas été très performant entre Mediapro, notre ami espagnol qui nous a bien roulé dans la farine. Ça a été une fois. La deuxième fois, il y a Amazon qui nous a un petit peu sauvé du guet. Mais il y a surtout ce contrat un peu léonin qu'a signé monsieur Labrune, où les clubs vont falloir qu'ils remboursent beaucoup d'argent sur ce contrat. Et sur ce qu'on a pour l'instant, on a zéro. Donc je suis un peu inquiet pour l'avenir du football français, pour l'instant, tout en pensant quelque chose que je développerai un petit peu après. Mais vous savez, les droits télé, c'est une vague histoire. Vous connaissez mon passé, j'ai travaillé beaucoup chez ISL. Je me suis occupé avec d'autres personnes à l'époque dans le bureau de Christian Leliard, paix à son âme parce qu'il a disparu. On s'est occupé, nous, des droits télé de 98, donc je connais un petit peu le sujet. Le seul problème des droits télé en France, c'est toujours des gens qui n'ont jamais fait de droits télé qui s'en occupent. Donc on est toujours dans le mur. Voilà. Là, il y a un cas où la Ligue 1 finit en banqueroute? S'il n'y a pas du tout de droit télé, s'il n'y a aucune télé qui donne de l'argent, ça va être compliqué. Il va falloir qu'on vende les bijoux tous les clubs vont vendre les bijoux de famille, hein, à part le Qatar qui peut tenir, les autres, ça va être compliqué. Hein. Mais je pense pas à cette issue-là. Il y aura une issue. Elle sera certainement inconfortable. Elle sera largement en dessous du milliard annoncé. Mais on est dans une configuration assez, je dirais pas catastrophique, mais très préoccupante. Et j'ai l'impression justement qu'ils sont pas très préoccupés. Voilà. Oui, justement. Par cette situation. Je suis assez surpris. Ils ont mis beaucoup d'argent pour refaire leur bureau. Ils annoncent partout le milliard. Ils sont complètement en dehors des réalités? Non, ils ne sont pas en dehors des réalités, mais il y a des doux rêveurs. Et ces doux rêveurs sont des très bons communicants et des très bons vendeurs. Labrune vendrait du sable au Sahara, donc on ne va pas dire des choses qui peuvent blesser, surtout en ce moment. Et c'est compliqué. Il y a beaucoup de présidents de clubs croient en lui, beaucoup de présidents de clubs se sont mis derrière lui, dont des types pour qui j'ai un profond respect, mais où je ne partage pas tout à fait leur avis. Maintenant, j'espère me tromper. Il vaut mieux que je me trompe. Je préfère passer pour un imbécile et que tout se passe bien pour le football français. Mais je suis très inquiet. Voilà. Toi qui as une expérience là-dedans, alors justement pour toi, ça vaut quoi la Ligue 1 aujourd'hui? Mais la Ligue 1, ça vaut, ça a été travaillé d'une certaine façon depuis certaines années. Ça vaut peut-être le milliard parce qu'il faut arrêter de dire il y a des matchs en bois et des machins. Je suis arrivé en Espagne il y a de ça 7-8 jours. J'ai vu 2 matchs ici, notamment un match de championnat de Barcelone qui était un match en bois complet. Il y en a des matchs en bois, il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne, il y en a partout des matchs en bois. Donc il faut arrêter avec ça. Mais je pense qu'on n'a pas profité du fait d'avoir des stars vraiment incontestées qui étaient Messi et Neymar
pour promouvoir ça. Là, on a certainement des bonnes équipes, on a certainement un championnat qui est délirant, on a des joueurs, on a certainement la meilleure nation du football à l'heure actuelle, puisque nos meilleurs footballeurs jouent quand même dans les plus grands clubs européens. Donc je ne vois pas pourquoi notre championnat ne vaudrait pas 1 milliard, mais il faudrait peut-être le travailler un petit peu différemment. Tu veux dire plus de produits Peut-être un peu plus de produits, un peu plus de concertation avec les diffuseurs, un peu plus de coordination avec eux, ne pas les prendre pour des vaches à lait et surtout les prendre pour plutôt des partenaires et leur dire les choses que essayer de les prendre pour des jambons. Alors justement, la Ligue 1 et même les clubs historiques de Ligue 1, on va faire un petit tour parce que tous ne vont pas très bien. Non. On commence par Lyon. On explique comment la dégringolade absolue de Lyon. Moi, j'ai une analyse qui m'appartient. Hein. Sportivement, la dégringolade de Lyon, elle a été commencée en 2007-2008, donc il y a de ça 15-16 ans. Et je vais vous dire juste un truc. Le jour où Bernard Lacombe s'est mis en retrait du sportif, le club n'a fait que péricliter sportivement. On peut me raconter ce qu'on veut. Hein. Donc, ils n'ont plus gagné de titres. Ils ont été performants, effectivement, dans les 5 dernières années. Mais Aulas a voulu passer une vitesse supérieure, a voulu changer des donnes. Aulas a fait un très grand club. Attention, c'est un très grand président. Peut-être que ces derniers temps, c'était, il a eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Il a fait des choses qu'il fallait peut-être pas faire. Je pense que l'affaire Juninho était une bonne opération et il fallait lui laisser les mains libres et pas faire ce qu'a fait le président, pour qui j'ai un profond respect. Et puis après, bon, il y a cette vente. Tout le monde sait que cette vente, Aulas ne voulait pas vendre à Textor. C'est les associés d'Aulas qui voulaient désengager et qui étaient très pressés de récupérer leur masse initiale. Ça a été vendu. Ils l'ont vendu à des Américains. Il y a un autre club donc, qui nous est cher à tous les deux, qui s'appelle les Girondins de Bordeaux, qui ont été vendus à des Américains. Et ça s'est terminé en limonade. C'était pas bien du tout. Et j'ai bien peur que Lyon, ça soit pas bien du tout non plus. Les Girondins de Bordeaux, justement, on parlait de Ligue 1, on n'y est plus, on est en Ligue 2. Petite histoire, petite historique, l'année dernière, je te dis, wow, on va mal finir. Tu me dis, non, on va plutôt bien finir, mais on n'y arrivera pas quand même, effectivement, à un point. Cette année, je te dis, bah là, c'est bon, on go la Ligue 1. Tu me dis, non, il n'y a pas un cas, si on finit mais non, parce que la Ligue 2, c'est très compliqué. Il faut, pour les observateurs de cette division, elle est très compliquée. Les très bons clubs ont toujours 3-4 très bons joueurs. Et quand vous perdez ces joueurs-là à l'intersaison et que vous ne les remplacez pas, bah votre club, il est en déficit. En déficit sportif. C'est une évidence. Et ça a été le cas des Girondins de Bordeaux, qui avaient 2 très bons joueurs au milieu qui sont partis, qui sont Bagua et qui sont partis à Strasbourg. Ils ne les ont pas remplacés. Moi, on peut me raconter ce qu'on veut. Moi, je peux vous raconter une anecdote. J'ai eu David Guyon au téléphone. Au mois de juillet, il voulait 3 joueurs. Il voulait 3 joueurs pour les remplacer. Chavalrin, Tardieu et Ponceau. Je vous les ai dit dans le désordre. Il n'en a eu aucun de ces 3-là. Vous regardez, Tardieu, il joue Saint-Etienne. Vous avez vu Saint-Etienne depuis qu'il est arrivé ? Prennent des points. Chavalrin, il est resté où il était, mais c'est un très bon joueur. Pourquoi Chavalrin ? Parce que David Guyon l'avait à Reims quand il est monté de 2e division en 1re division, en étant champion de France de Ligue 2 et en battant le record des points. Donc il sait à qui il a affaire. Quant à Ponceau, il est titulaire à Lorient en 1re division, mais personne n'a voulu. Vous savez, vous avez des gens qui sont à la tête des Girondins de Bordeaux, qui sont des affairistes, ils font que des affaires. Ils pensent qu'à faire des affaires. On vous parle que du trading. Et ça fait 10 ans qu'on vous parle que de trading en France. Mais qui fait du trading et qui fait du bon trading ? C'est surtout pas les Girondins de Bordeaux. Marseille, c'est compliqué. Vous savez très bien que Marseille, c'est un volcan permanent. C'est très difficile d'être à la tête de cette... On a l'impression que Longoria fait plutôt du bon taf en général. Oui, mais on a aussi l'impression que c'est une fuite en avant. Tous les ans, il change 15 joueurs, il en reprend 15, il y en a 15 qui s'en vont, il y en a 15 qui arrivent. L'entraîneur avec aussi d'ailleurs s'en va. L'entraîneur, oui, parce que quand on me parle des problèmes des entraîneurs, les entraîneurs, ils ont une durée de vie qui est très limitée dans beaucoup de clubs. Il faut pas, on nous parle toujours qu'à Nantes, Kita, ils virent les entraîneurs, mais les autres, ça guère mieux. Il faut bien regarder les choses. Mais Marseille sera toujours une ville à part. C'est entre guillemets, ça va peut-être pas faire plaisir aux Parisiens, mais ça n'a rien à voir, c'est pas un jugement de valeur. Marseille est la ville du football, et vraiment une ville qui mériterait d'avoir un club au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne pour
pour vraiment, il y a un public qui est chaud, il y a tout pour que cette ville s'embrasse pour le football. Le seul problème, c'est qu'ils ont des vieux comptes de l'ère tapis, avec je ne dirais pas ce mot-là, mais des vieux comptes de l'ère tapis où c'est les supporters qui décident. Et dans un club, si les supporters décident, bah, vous savez comment ça se finit. Bah, ça se finit dans le vieux port. Donc ça peut pas avancer. Mais c'est dommage parce que c'est certainement le club le plus abouti sportivement qu'il pourrait y avoir. Tu y crois à l'Arabie Saoudite Je crois à tout, en ce moment je crois à tout. Je crois à tout. Tout est possible. Tout est possible, mais le problème de l'Arabie Saoudite, quand ils vont arriver, ça va faire drôle à certains parce qu'ils vont tout raser. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir les supporters et tout, ils vont plus faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont beau. Le problème de Marseille, c'est qu'ils pensent toujours qu'ils font que ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils ont toujours des expressions un peu qui sont dérangeantes. Mais si l'Arabie Saoudite arrive, ils vont mettre des hommes à eux. Comment ça va se passer? C'est une ville très impatiente, Marseille. Il faut gagner tout de suite. Donc on ne peut pas travailler sur le long terme. Maintenant, c'est possible. Je sais pas. Moi, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Tous les clubs sont en vente. Tous les clubs sont vendus. Moi, ça me fait un peu mal à ma France parce que tous les clubs français sont vendus à des officines étrangères. Et on voit que, naturellement, nos entraîneurs français sont devenus complètement nuls. Hein. On le sait qu'ils sont nuls. Hein. Il n'y a que les entraîneurs étrangers qui sont bons. Mais on les voit, les entraîneurs étrangers. Hein. Ils font pas mieux, hein. Loin s'en faut. Hein. Parce que si c'était des entraîneurs français qui faisaient ce que font certains entraîneurs français, certains entraîneurs étrangers, on entendrait parler. Hein. Mais on est bien franco-français, tout ce qui est français, c'est nul. Tout ce qui est fait par la France, c'est nul. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a le meilleur football au monde, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On est champion du monde, finaliste d'une Coupe du Monde. On a l'entraîneur qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut. On a encore vu hier un jeune joueur qui est plein d'avenir, qui sera certainement un top. Un des 5 meilleurs joueurs au monde qui joue au milieu de terrain. Aouer Emery, qui est le petit milieu de terrain de Paris, qui a été exceptionnel hier soir. Donc, les joueurs, on les a. Le seul problème, c'est on a le moteur, il faut mettre la carrosserie. Approche ton micro un petit peu. Le PSG, justement, pour conclure cette petite tournée des clubs. Bon, déjà, il y a le PSG en général. Et on va dire, nouvelle ère qui commence. Ça y ressemble? C'est bien parti? C'est mal parti? Je trouve que c'est un club en progrès. C'est un club qui progresse cette année, hein, je parle, sportivement, il progresse. De match en match. La preuve hier, ils ont gagné 3-0 contre l'AC Milan. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Oui, c'est pas le grand AC Milan. C'est pas l'AC Milan d'Arrico Sacchi. Hein. Mais on voit que c'est une équipe qui progresse. C'est une équipe qui, pour moi, a un potentiel énorme. Qui, j'espère, cette année sera au moins en quart, si ce n'est mieux, en Ligue des Champions, parce qu'ils en ont la possibilité. Parce qu'on a quand même, on a carrément pratiquement l'attaque de l'équipe de France. Donc c'est quand même compliqué. Ils ont des joueurs derrière. Ils ont un banc qui m'a l'air très homogène. On a un Mbappé qui est très investi, parce que personne n'en parle, on lui tape dessus. Moi le premier quand il faut lui taper dessus, mais il est très très investi. Ça se voit dans son comportement et ça fait du bien à tout le monde. Après, voilà, Luis Enrique a les clés du camion, c'est lui qui le conduit. Il le conduit pas trop mal, malgré qu'on lui a beaucoup reproché à Newcastle, les 6000 gens qui parlent de football, qui n'ont jamais joué au football, et qui nous parlent de 3-5-2, de 4-4-2, de ce qu'ils veulent, et qui ne comprennent rien, c'est que des chiffres. Donc le problème, je préfère faire confiance à Luis Enrique qu'à certains commentateurs. Le cas Mbappé, alors chaque année, on en parle toi et moi. Chaque année, depuis des années, quand tout le monde s'affole, toi tu dis non, il va rester, non, il va rester, non, il va rester. Bon, chaque année, il est resté. Là, on arrive au moment où il n'y a plus de contrat. Quoi. Je pense que j'ai prouvé pendant 2 ans contre Vents et Marées, quand je faisais les émissions de l'équipe du soir, je disais non, il partira pas. Tout le monde me disait qu'il partira. Toute l'année, je disais non, il partira pas. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, Mbappé, ça vous coûte dans un club 250 millions d'euros par an. Quel est le club au monde qui peut le payer à part Manchester City? Il y a 2 clubs, Manchester City et Canal+. Aussi. Je suis encore resté sur Canal+. Ouais. Non, je pense qu'eux, ils peuvent plus. Mais et le Paris Saint-Germain et le Qatar. Après ça, quand on me parle du Real de Madrid, le budget du Real de Madrid, il faut connaître, il faut regarder un petit peu. Le budget du Real de Madrid, c'est 1 milliard par an.
Ouais, tu vas pas amputer un quart pour un C'est joueur. 25%. Si vous prenez Mbappé, c'est 25%. Le problème après, c'est pas tout à fait ça. On va me dire, ouais, non, mais c'est le Real. C'est-à-dire, les saucissons poussent sur les arbres. C'est pas tout à fait comme ça. Le seul problème que vous avez, c'est que vous avez un problème de vestiaire après. Comme c'est un vestiaire étranger, quand les étrangers vont entrer dans le vestiaire et qu'un type comme Mbappé va être à ces sommes-là, ils vont taper à la porte du président. Ils vont dire, oh, nous on court pas, hein. Il faut augmenter. Donc c'est très difficilement gérable. Donc je pense qu'Mbappé peut encore rester au Paris Saint-Germain. Mais tu penses qu'il peut faire toute sa carrière au PSG? Je pense qu'il peut faire toute sa carrière au PSG et être vraiment l'icône intégrale du Paris Saint-Germain dans 20 ans. Voilà, c'est tout. Quand il aura fini sa carrière. Ok, on a fait un petit tour du championnat français, on a fait un petit tour du business français. À l'international, là, depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, il y a des équipes qui t'ont un peu impacté, impressionné? Non, je trouve qu'à l'international, non. Je pense que le Real va être très compliqué à jouer cette année. Manchester City va être présent naturellement, comme toujours. Le Bayern s'est renforcé. Je pense qu'ils se sont renforcés, le Bayern, avec Harry Kane. Mais le problème, c'est défensivement, je les trouve un peu faibles. Mais je vois pas d'équipes qui m'ont surpris. Barcelone, c'est encore trop fragile. Dans les équipes qui jouent, qui ont l'habitude des derniers carrés de la Ligue des Champions, je pense sincèrement qu'on peut mettre le Paris Saint-Germain. Le Ballon d'Or, mon ami, qui a priori est promis à Messi. Alors toi, tu me connais depuis quelque temps, tu sais très bien que le Ballon d'Or, c'est un truc qui m'a jamais passionné énormément, pour une simple raison, c'est qu'il faut bien que les gens se mettent une bonne fois le système, comment est fait le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, il y a 180 ou 185 journalistes dans le monde qui votent, c'est-à-dire un journaliste par pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magouille, il n'y a pas un mec qui est à Boulogne dans le bureau de France Football et qui décide de qui va gagner qui va gagner ou qui magouille les votes. Donc chaque journaliste donne une liste de 5 noms. Quand vous savez que l'Asie entière vote comme un seul homme pour Messi, ça va être compliqué que ça soit quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc je dis, moi, depuis pas mal de temps, que quand on nous dit oui, mais il faut avoir gagné des titres, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, on va revenir un peu 6 ans en arrière pour gagner des titres. En 2018, Varane, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, il a tout gagné. Le championnat, il a tout gagné et il a fini 8e. Donc les gens, ils connaissent pas ces joueurs-là. Il n'y a que les initiés qui peuvent connaître, qui peuvent dire Varane, il a tout gagné, il mérite, voilà, il a tous les titres, il mérite. Donc on l'a donné un jour à un Italien en 2006, on s'est demandé pourquoi, Cannavaro, parce que c'était... au moins avait-il gagné la Coupe du Monde? Au moins il avait gagné la Coupe du Monde, il était capitaine de l'Italie, si ma mémoire est bonne. Mais je veux dire par là, c'est jamais un truc qui m'a passionné, parce que c'est devenu très marketé, c'est énormément de marketing de la part de la FIFA, qui s'était un peu emparé du truc, un peu moins maintenant. C'est beaucoup de marketing et ça me convient pas. Ça se dévalue, tu crois, la marque oui. Pour moi, depuis 5-6 ans, c'est dévalué. Bon Gilles, on va parler un peu de toi aussi. Oui. T'as raconté il y a quelques jours sur SoFoot la véritable histoire que moi je connais depuis des années de l'anecdote avec Laurent Blanc. Laurent Blanc. Je vois des fois sur Twitter qu'on te la remet très souvent. Non, mais ça, là-dessus. Oui. Ça t'énerve ou pas? Enfin, tu regrettes non, il y a un truc. Franchement, il y a un truc qui m'énerve, qui là commence à être très agaçant. Il y a toute une bande de zigotos qui se dit supporters de l'OM. Alors, les gens qui me connaissent bien, tu vas pouvoir. Je te demande même pas de me dédouaner, c'est même pas un truc qui me traite de soulard à longueur de temps. Ah oui, non, il boit pas une goutte d'alcool. Oui. Ça me gonfle prodigieusement. C'est-à-dire que je bois un verre de vin tous les mois. Ça me gonfle. Maintenant, sur l'histoire de Laurent Blanc, quand ils viennent me dire leurs conneries, leur machin, ça m'amuse parce qu'au bas mot, je les ai bien baladés pendant des années et s'ils veulent, je vais encore les balader quelques temps. Justement, tu as été un des piliers de l'équipe du soir. Est-ce que ça, on sait que, on va dire que Mémé, tout ça, avait envie de te garder et que quelqu'un au-dessus en avait peut-être un peu moins envie. Ça te manque des fois? Oui, ça peut me manquer. Je regarde plus. Je regarde plus du tout. Parce que maintenant, c'est 23h, 1h du matin. Je me fais vieux, donc 1h du matin, c'est peut-être pas pour moi. Non, mais je plaisante. Mais je regarde plus parce que d'abord, ce qu'il raconte, ça m'intéresse pas. J'ai ma propre avis. Comme je suis plus là pour contredire ou
aller dans leur sens, donc ça n'a aucun sens. Moi, regarder une émission où les gens débattent et où vous ne pouvez pas intervenir, quel intérêt? J'ai pas besoin d'eux pour avoir mon avis, et c'est très prétentieux ce que je veux dire, mais dans le monde du football, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'asseoir à ma table. Donc, et notamment, surtout, beaucoup de chroniqueurs de l'équipe du soir qui sont vraiment d'une fragilité extrême. Même si j'ai encore beaucoup d'amis dedans. Hein. Puisque tu n'es plus sur l'équipe 21, on t'a vu dans 2 endroits. On t'a vu sur Equidia pour ta passion pour les chevaux. Oui, mais ça, j'ai toujours eu des chevaux. Vous savez très bien que j'ai toujours eu des chevaux. Mon grand-père m'a amené au champ de course très tôt. J'ai eu des chevaux. Les courses, c'est une passion. C'est pas, vous savez très bien que j'aime un peu le jeu déjà. Je suis un peu joueur sur les bords. Et les bords sont larges. Les bords sont larges, mais bon, on reste modéré. On joue modérément quand même. Et j'ai toujours aimé les courses, ça a toujours été une passion. Donc effectivement, on fait des petites émissions dans le digital où on rigole bien, où on ne se prend pas la tête avec des gens qui connaissent remarquablement bien les courses. Et je pense à Guillaume Covès, avec qui on est très complices, on rigole, on se charrie, et c'est toujours bon enfant. Il n'y a jamais d'arrière-pensée. Et on te voit de temps à autre touche pas à mon poste, avec clairement Cyril Hanouna qui te fait une invitation à la quotidienne. Ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse moins, parce que moi, comme on vient de parler, je suis un passionné. Je suis un passionné par le sport, avec notamment en tête de proue le football. Vous savez très bien que j'aime tous les sports, que ce soit le rugby, le cyclisme, je regarde tout. Je suis un passionné de sport. Et ma vie a été... j'ai toujours travaillé dans le sport, donc c'est ma vie. C'est une chose que je peux pas occulter ça. Me retrouver moi dans une émission de talk show un peu politique. Après, moi, même si j'ai certains avis, c'est pas le problème, mais me retrouver avec le père d'un gamin de 15 ans qui tape une vieille de 83 ans, c'est insupportable pour moi. Donc je peux pas, c'est un truc, c'est au-dessus de mes forces. Le mec il peut pas s'asseoir à côté de moi. Je sais pas, moi, si mon fils à 15 ans il avait tapé une vieille de 83 ans, je saurais pas où me mettre, je serais effondré, j'irais surtout pas sur un plateau de télévision. Donc il y a ça, il y a d'autres choses. On ne va pas rentrer, surtout en ce moment, dans ce qui se passe dans le monde, au Moyen-Orient. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, ce genre de choses, non, ça ne me convient pas. En plus, après, raconter sa vie personnelle, est-ce que ta femme t'a trompé, est-ce que tu as trompé ta femme, je laisse là aux bons mots, aux bonnes paroles, aux mecs de ce niveau-là, notamment, je pense à certaines personnes, donc on va pas citer le nom parce qu'on va pas lui faire de publicité, mais le reste, je sais pas, qui vous peut parler, un mec qui sort de nulle part, et voilà, quoi, c'est pas mon truc. Voilà. Maintenant, je veux bien parler de choses sérieuses. Je peux me retrouver dans une émission politique à parler de choses sérieuses. Hein. Tu peux te retrouver dans une émission d'Hanouna, mais un truc moins entertainment. Voilà, tout à fait. Mais Cyril est adorable. Hein. Il m'appelle régulièrement, il me demande. Je botte en touche un peu souvent. La dernière fois, il y a eu Pascal Pro qui a fait un appel du pied, qui lui a dit mais je vais l'appeler, machin. Il m'a appelé, mais moi je peux pas me retrouver au milieu de voilà. C'est pas mon truc. On a parlé un peu de toi, maintenant on revient dans le sport, mais le sport plus généraliste. On est à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. Si je te dis, là, comme ça, tout de suite, que j'ai l'impression que, on va parler du sportif d'abord, on va se prendre une énorme pelle. En termes de résultats ? En termes de résultats. Alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un organise, ils ont toujours des résultats exceptionnels. Nous, on va être le premier pays à se prendre une énorme pelle. Bon, on en a peur, on est fait comme ça, on est français, on est un peu franchouillard, et puis on est un peu... ce que font les autres, c'est toujours mieux que nous. J'ose penser qu'il y a des gens compétents, et il y a des gens compétents, que ce soit dans divers sports. Il y a des sports un peu où on est tête de liste sans qu'on en parle. Je pense à l'escrime, je pense au judo. Ce sont des clubs qui sont vecteurs de beaucoup de médailles. L'athlétisme, on sait que malheureusement, on n'a jamais été incroyable, même si on a eu des années un peu exceptionnelles. Je pense que Kevin Meyer, j'espère qu'il ne sera pas blessé pour une fois. Et s'il n'est pas blessé, je pense que ça va être compliqué de lui prendre la médaille d'or. Bon, à la perche, on est tombé maintenant. Il y a un phénomène, c'est fini. L'épopée de la Villénie est terminée. Mais natation, on a Marchand.
Alors qu'on n'avait plus personne depuis on n'a plus la personne, famille puis d'un Manodou. coup, voilà, et là c'est ressorti. On avait d'autres coureurs, hein, à part la famille. Il y avait Bernard, Oui, non, mais on une en a eu génération Bousquet, il y a eu incroyable. une génération incroyable. Là, on est un peu dans le creux de la vague. Mais il y a ce Le Marchand qui m'a l'air de sortir de nulle part, ou Un plutôt monstre. qui sort des États-Unis. Mais il m'a l'air c'est un peu le Speedy Gonzalez sur l'eau, le mec. Mais, monstre. donc j'espère. Voilà, après, c'est le système français. Le système français est à revoir de A à Z. Système français, dès que vous êtes le milieu associatif est un milieu qui est pas, où dans les politiques ne comprennent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est que quand vous avez des bons entraîneurs ou des bons moniteurs ou des bons éducateurs, tout ce qu'ils pensent, c'est à leur prendre de l'URSSAF, à leur prendre de la TVA, à leur prendre des trucs. Alors que les mecs, il est là pour travailler, ils travaillent déjà pour pas grand-chose. Laissez-les tranquilles. Tout ce qu'ils font, c'est les mecs qui sont... C'est que de la passion. C'est que de la... Voilà, c'est de la passion. Laissez-les travailler normalement. Ces gens-là sont... On a vraiment besoin d'eux. Moi, j'ai une profonde admiration pour les éducateurs, pour tous ces gens-là. Mais le pouvoir politique français est vraiment d'une nullité abyssale concernant le sport. Mais c'est normal. On demande l'avis à des mecs qui savent pas ce que c'est. Donc, et la plus belle, vous la connaissez. Vous voyez la Ligue des Champions en ce moment, dans tous les stades. Vous voyez des marques d'alcool dans tous les stades. Le seul pays au monde, hein, je pèse bien mes mots, quoi. Je ne parle pas des pays musulmans où l'alcool est... Le seul pays où vous n'avez pas le droit de faire de la publicité pour des marques d'alcool, c'est la France. Sauf compétition européenne ou mondiale, parce que là, ils sont obligés, puisque c'est l'UEFA ou la FIFA ou autre chose, si vous voulez de la F1, il faut bien que vous mettiez de l'alcool. Hein. Autrement, vous ne mettez pas pendant... Eccleston, ils nous avaient mis au piquet pendant 10 ans ou 12 ans. Hein. Donc, et tout ça par des mecs qui sont députés, sénateurs, qui sont là, qui comprennent rien. Oh là, boire c'est pas bien. Non, mais c'est pas bien. Mais quand les autres pays, ils ont des 200, des 300, des 400 millions d'euros qui leur arrivent, de la bière, des alcools, des ceci, des cela, ben, ils les prennent et ça fait progresser le sport. Je dis pas le football, je dis le sport en général. Vous vous rendez compte qu'une chose, les Girondins de Bordeaux ne peuvent pas appeler leur stade les Vins de Bordeaux. Reims ne peut pas appeler son stade le Stade Champagne. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Mais franchement, je vais bien peser mes mots. Il faut être abruti pour laisser faire ça. Voilà. L'organisation en tant que telle, toi, comme tu dis, tu as vu un peu, tu étais dans les arcanes de comment se passait France 98. Qu'est-ce qu'on n'imagine pas dans le bazar? Alors, vous savez, c'est un bazar. Un an avant, les grandes compétitions, notamment on va parler des Jeux Olympiques, moi je prends des taxis à Paris, tout ça. On ne sera jamais prêt, on ne sera jamais prêt, on sera jamais prêt. Je peux vous dire qu'ils seront prêts. Alors ça, mettez-vous une chose dans la tête, les Jeux Olympiques, c'est toujours la même histoire. Même en Grèce, 48 heures avant, vous disiez le stade il n'est pas prêt, machin, il n'y a pas eu un couac. Tout est prêt. Parce qu'ils vont travailler nuit et jour, il n'y aura jamais de grève. Ça coûte ce que ça coûte. On va dépasser le budget, va être crevé. Faites-moi confiance. Mais ils vont travailler nuit et jour. Et même en France, où on est les champions du monde de la grève, il n'y aura pas de grève. Donc même en France, il n'y aura pas de grève. Là, on va réussir à trouver un consensus parce qu'arrivé un moment, à part Mélenchon qui peut tout mettre par terre, je ne vois pas qui peut nous faire chier pour les Jeux Olympiques. On va parler aussi d'un autre sport que tu aimes bien, le rugby. Bon, moi j'aime bien le rugby. Moi j'ai vu ce match. J'ai quand même l'impression qu'on a une propension assez forte aussi à organiser des choses en France et ne pas avoir l'arbitre avec nous. Non, mais c'est on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On est franco-français. C'est-à-dire que pendant plus d'une dizaine d'années, vous avez eu Michel Platini qui était président de l'UEFA. Tout ce que vous avez lu sur lui, c'est « Ah, la soupe est bonne, ah, les magouilles, ah, les compromissions, ah, les machins, ah, les ceci, ah, les cela ». Mais personne ne vous a dit « Ah, il fait du bon boulot, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça ». Et puis vous savez, ça nous arrange bien qu'on ait un Français à la tête d'une haute institution parce qu'au moins, il nous protège. Donc, on ne veut pas de ça, nous, on veut des étrangers. Les étrangers sont meilleurs que nous. Ben, ils ont mis des étrangers, les étrangers ils nous ont roulé dans la farine. C'est-à-dire que le tirage au sort, pour qu'on se retrouve comme on s'est retrouvé là, il fallait vraiment qu'il n'y ait pas un Français à l'IRB, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, on est chez nous, on se fait enfumer sur
Sur le tirage au sort, sur sur le tirage au sort, on se fait enfumer. Hein, c'est parce que, vous savez, les tirages au sort, on sait comment on peut mettre les chapeaux. Hein, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas de la triche, hein, c'est pas des boules chaudes et des boules froides, c'est pas du tout. Pour que les grosses nations se rencontrent voilà, les grosses nations, les grosses nations se rencontrent en quart. Vous avez regardé les quarts, on a vu des matchs fantastiques en quart. En demi-finale, on a vu 2 daubes. Mais le problème est tout simple. Après, bon, ils nous mettent un arbitre. L'arbitre, c'est l'arbitre. Je ne vais pas lui mettre tout sur la daube parce que je pense qu'on a vu un gros match contre les Bucks, qu'ils avaient un banc qui était un peu supérieur au nôtre. Je pense que dans la dernière demi-heure, ils nous ont été un peu supérieurs. On n'a pas su faire la différence quand il fallait la faire. Je pense que c'est un match qui s'est joué à ça. Maintenant, je sais très bien que si les Français avaient été anglais, et même pas parce que c'est ils auraient certainement eu un avantage ou deux. On n'a pas eu, voilà, le petit coup de pouce n'est pas tombé de notre côté, mais on a vraiment une très très belle équipe et on n'a pas à rougir de ce qu'ils ont fait. T'es une personne clivante ? Oui, pareil. Il faudrait que je te parle de quelques personnes clivantes aussi pour avoir ton avis. Allons-y. Forcément, le premier qui me vient en tête, c'est Romain Molina. Je sais pas qui c'est, je l'appelle le Darry Cole de Gibraltar. Il sort des affaires qui peuvent être pertinentes. Mais il sort des affaires. Le problème de ce métier, le métier que fait Romain Molina, il est très simple. Il ne vit que de la délation des gens. Pour qu'il ait des infos, c'est un type qui vit, vous avez juste à réfléchir 30 secondes. Cette personne que je ne connais pas, qui s'est permis, moi, de m'allumer 3-4 fois, quelquefois, il avait des documents. Moi, il s'est retrouvé avec un document à moi, dans ses mains. Donc, il y a bien quelqu'un. Et de ce document, il y avait 5 personnes qui l'avaient, et il l'a eu dans les mains. Donc s'il l'a eu dans les mains, c'est que dans les 5 personnes, il y en a un qui lui a envoyé. Donc vous pouvez me retirer, il reste 4. Donc il y a quelqu'un qui lui a envoyé ces documents. Les 4, je les connais. Donc les 4, maintenant, quand je les regarde, je sais qu'il y en a un qui m'a trahi. Mais c'est pas le problème. Il m'a pas trahi. J'ai fait un truc où moi, j'avais le droit de le faire. Moi, je fais toujours quelque chose dont j'ai le droit de faire. Si ça leur convient pas, c'est leur problème. C'est pas le mien. Si Romain Molina, si ma structure de vie, sur ce que je fais, ne lui convient pas, mais je m'en contrefous. Mais par contre, lui, je sais qu'il ne vit que de la délation des gens. Voilà. S'il n'a pas de délation des gens, il ne vit de rien. Comment voulez-vous qu'il sache sur son rocher là, à Gibraltar, qu'il sache ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe je ne sais pas où, parce qu'il sort des trucs sur la pédophilie et tout, qui est vraiment importante, et il a bien raison de le faire, c'est très très bien, et c'est pas là où je vais lui jeter la pierre, mais quand il veut parler du football français, qui veut expliquer comment un club fonctionne et tout, qui retourne vite faire des livres, qui nous explique pas la messe parce qu'il comprend rien. Après, pour le coup, il a toujours été raccord avec toi, par exemple, sur l'état du football français par rapport, par exemple, au droit télé. Mais c'est facile à être raccord, c'est factuel. Il faut regarder ce qui se passe et c'est tout. Mais il y connaît rien non plus dans les droits télé, il sait pas comment ça se passe. Pierre Ménès ? J'ai pas de rapport avec Pierre. Il mérite tout. Je vais pas dire. Je dirais rien dessus. J'ai pas de. Je connais quoi. On se connaît, on se regarde, mais on évite, je vais dire très franchement, on évite peut-être quelquefois un peu de se rentrer dedans, mais il a son avis sur le football qui n'est pas toujours un mauvais avis, faut pas non plus. Par contre, il a un comportement quelquefois qui peut pas. Je parle pas de son comportement sur le quoi il a eu des problèmes. Ça, je me permettrai pas d'en parler du tout parce que c'est trop grave. Mais il a un comportement vis-à-vis de certaines personnes qui n'ont pas été tout à fait habiles. Et puis voilà quoi. Il a eu son heure de gloire. Il en a bien profité. Je pense qu'il a une santé. Il n'a pas une très bonne santé. Donc je préférerais lui sauter une bonne santé que de tailler. Voilà. L'équipe, le journal L'équipe aujourd'hui. L'équipe, vous savez très bien que j'ai de très bons amis à l'équipe. Et j'ai de très bons amis et de très bons ennemis. Mais le journal L'équipe est un journal où... Moi, j'ai l'impression que ça reste un grand journal quand même. Avec des plumes comme Duluc, comme Lyon. Duluc, c'est... Bon, mais naturellement que Duluc, c'est une plume... c'est une plume qui sort de l'ordinaire. Bernard Lyon, ouais, mais Eric Biderman, il est plus à l'équipe quoi. Il est un peu à l'équipe Mag et tout. Eric est quelqu'un d'éminemment sympathique, qui connaît remarquablement bien le sport mécanique. Donc même moi je regarde, puisque moi moi qui n'ai jamais fait de moto, j'adore la moto. C'est rare quand je rate un grand prix de moto. Donc tu as vu Zarco gagner son premier... J'ai vu Zarco gagner merveilleusement bien la semaine dernière.
Mais la F1 me fait un peu plus chier parce que je trouve qu'il n'y a pas de compétition et je trouve que c'est tellement devenu technique qu'on s'emmerde un petit peu et je pense qu'ils devraient un petit peu revoir le règlement parce que les jeux du cirque c'est bien mais il faut qu'il y ait du cirque et il n'y en a pas. Mais pour vous dire l'équipe, pour en revenir, moi j'aime, voilà, dans les avis, j'ai beaucoup de respect pour Damien Degore parce qu'il connaît remarquablement bien le football et qu'il s'investit dans le foot amateur. Il en chie des ronds de chapeau et il sait ce que c'est. Quand il vous parle des problèmes du football, il sait exactement ce que c'est, il le vit au quotidien. Mais après, vous avez des clowns, hein, comme partout. Hein, voilà, mais c'est la vie de tous les jours. Hein. Mais vous avez surtout une direction qui veut surtout... toute lisse, hein, surtout que ça glisse, hein, que ça soit lisse. Alors on tape sur les faibles, on est fort avec les faibles et faible avec les forts. Voilà. Est-ce qu'un club français finira par gagner la Ligue des Champions? Oui. Ben, un club français a déjà un club français qui l'a gagné. Oui. L'OM l'a gagné, oui, non, mais je suis persuadé que le Paris Saint-Germain la gagnera. Je suis persuadé, franchement, si j'ai un pari à faire, je le ferai. Mais je suis persuadé qu'ils la gagneront. Mais ils la gagneront en faisant ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, ils arriveront à une homogénéité de joueurs, à une faculté à avoir de la confiance, parce qu'il faut beaucoup de confiance. Et je pense qu'ils la gagneront, oui. Il n'y a pas de raison qu'ils ne la gagnent pas. Et j'en ai une dernière, si, quand même. Allons-y. L'Euro. Bah, l'Euro, toi, ça fait 2 ans, 3 ans on est favori. On a la meilleure équipe du monde. On a la meilleure équipe du monde. On a la meilleure équipe du monde. Ouais, c'est tout. On a la meilleure équipe du monde. Moi, on peut me raconter ce qu'on veut. On est finaliste de l'Euro en 2007. On est champion du monde en 2016. On est champion du monde en 2018. Vous êtes finaliste de la Coupe du Monde 2022. Ça se joue à rien. Et les mecs sont toujours en train de te poser la question. Mais tu crois que Deschamps, il est bon et tu crois, mais ils sont débiles ou quoi? Si il y a souvent Dugarry. Alors Dugarry, je pense que c'est parce que son j'adore Christophe. Non, mais franchement, non, ça n'a rien à voir. J'adore Christophe, que j'ai connu, moi. J'ai eu la chance de le connaître. Je l'ai vu débuter. J'étais encore au Girondin de Bordeaux. Il est très dur. Honnêtement, ça me fait un peu de la peine. Parce que ils se connaissent, hein, les deux. Je pense que Christophe a été trop loin, honnêtement. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne partage pas son avis. Je trouve que trop, c'est trop. Et voilà, c'est tout. Après... Je pense qu'il roule pour... il n'a pas besoin de rouler pour Zidane. Zidane, il roule tout seul. On sait que la suite de Deschamps, ça sera Zidane. Mais de tout... C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Christophe n'a pas été irréprochable toute sa carrière. Alors que je vais le défendre sur un truc. Quand il dit qu'à 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, c'était le meilleur joueur en France, c'est la vérité. Il était bien plus fort que Zidane à 18, 19, 20 ans. Je peux vous le dire. Mais... le problème de Christophe, c'est qu'il préférait la vie au football. Donc, moi, je respecte. Hein, mais par contre, il connaît remarquablement bien le football. Christophe connaît remarquablement bien le football. C'est un homme pour qui j'ai une profonde sympathie, mais j'ai un profond respect pour Deschamps. Voilà, c'est tout. On dit qu'on a la meilleure équipe du monde et parfois j'ai l'impression qu'on peut faire, tu sais, un peu une ère à l'espagnol. Quand ça avait gagné Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, enfin tu vois, ils avaient fait Europe, Monde, Europe. Voilà, ils avaient fait ça. On peut la faire, je pense on aurait presque pu la faire. Hein. Là, si on avait gardé notre titre, ça aurait été exceptionnel. Deschamps aurait été le seul sélectionneur à garder son titre. Ça aurait été, vous pouvez le mettre sur le toit du monde. Hein. Je pense qu'à la prochaine Coupe du Monde, on sera encore favori. Je pense qu'à l'Euro, on va être favori. La prochaine Coupe du Monde, on sera favori. Parce qu'on a quand même des mecs, ils ont 25 ans. À part Griezmann qui en a 32. On va jouer avec qui maintenant? On va jouer avec des types qui vont arriver à la prochaine Coupe du Monde. Ils vont avoir 25, 26, 27 ans. À la fleur de l'âge, ça va être compliqué. Hein. Si le groupe vit bien, comme on dit communément, ça va être compliqué de venir nous chercher. Et Colomani, là d'ailleurs, là, c'est un peu... Écoute, j'ai pas ton expertise, mais c'est un peu dur là quand même, Colomani, non? Bah, c'est un peu dur, hier il a marqué quand même, hein. C'est un peu dur, il sort, moi je l'ai connu à Nantes, il sortait à Nantes, il était au-dessus du lot? Comment? Il était déjà au-dessus du lot? Bah Nantes, il était au-dessus du lot, oui, ça c'est sûr. Ils ont fini 8e, il a marqué 15 buts, il a fait 9 passes décisives. Il est parti pour 0 francs, 0 centimes à Francfort. L'année d'après, ils le revendent pour 90 millions, 95 millions. Il faut le digérer, c'est un jeune garçon, il a 22, 23 ans. Les salaires étaient en conséquence. Je dirais pas ses salaires après, je dirais juste son salaire quand il était à Nantes, il gagnait 13 000 euros par mois. Je vous dis pas la culbute. L'ambiance a changé. Je vous dis pas la culbute. Donc il faut le digérer. Quand vous avez 22 ans, ça se digère. C'est pas aussi facile que ça. Attention, c'est un joueur d'espace. C'est pas un joueur de petit périmètre, c'est un joueur d'espèce, donc il peut jouer dans certaines configurations et pas dans toutes. Mais
Il adore le foot, c'est un très bon garçon. Je pense qu'il y a toutes les qualités requises. En équipe de France, vous avez tout. Vous avez Coman, vous avez Dembélé, vous avez Mbappé, naturellement. Vous avez Marcus Thuram. Marcus Thuram va remplacer, on va dire, Giroud, parce que et Dieu sait que j'ai toujours défendu Giroud, mais là je pense que ça commence à se voir, qu'il faut qu'il arrête. Mais Giroud, il a quand même été incroyable. Oui, aussi, non, mais il est incroyable. Giroud, c'est incroyable, mais à force de vouloir battre les records, et là quand même, il commence à peser. Ça couine un petit peu, là. La mécanique est compliquée. Il va y aller à l'Euro. Je sais pas. Vous savez, avec Deschamps, c'est pas. Deschamps, c'est sentimental. Non, Deschamps, c'est pas l'abbé Pierre. Hein, donc, je sais pas. Mais on a Marcus Thuram. Il y en a d'autres que j'oublie. Je suis désolé, mais qui ont aussi d'énormes qualités. Donc, déjà devant, on est pourvu. On a un des meilleurs gardiens du monde. On a récupéré Maignan, qui est pour moi un des 3 meilleurs gardiens au monde. La défense, il va trouver le truc. Et au milieu, on commence à avoir des phénomènes entre Kamavinga, Chouameni, le petit d'hier, Wen Emery, Rabiot, Fofana. N'oublions pas N'Golo Kanté qui est pas mort dans le film. Je peux vous dire que ça va être compliqué de venir nous chercher. Voilà. N'Golo, il est en Arabie Saoudite. Là. Oui, mais ça veut rien dire. N'Golo Kanté, il peut jouer. N'Golo Kanté, il peut jouer à l'US Stade Sable, qui sera toujours sélectionnable. On va la gagner, la Coupe d'Europe ? J'espère. Moi, vous savez, je veux toujours que la France gagne. C'est simple. Moi, je suis un franchouillard. Moi, je suis un cocorico. Moi. Je veux que les clubs français gagnent. Les gens vont être surpris de ça. Voilà, moi, je suis un franchouillard. Je veux que les Français gagnent. Je veux que tous les clubs français en Coupe d'Europe gagnent tout le temps. Je suis pour tout le monde, que ça soit l'OM, Paris, Rennes, Monaco, tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas un anti-supporter. Il faut que les supporters, ils apprennent à être supporters et à un petit peu prendre de la hauteur. Merci mon Gilles. Merci à toi. Si ça vous a plu, écoutez, marquez-le en commentaire et peut-être qu'une fois de temps à autre, on te verra faire ce format Gilles s'énerve. Voilà. La bise à tous, on se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao, merci.